Ce mardi, au Palais de la Colombe, le gouvernement guinéen et l'ONUDI ont procédé à la signature d'un partenariat pays 2026-2030. Les détails en début d'édition. Et puis Conakry accueille la deuxième édition des journées scientifiques d'odontologie de Guinée. Cette rencontre vise à promouvoir la recherche scientifique et à renforcer les compétences des professionnels du secteur. Campagne agricole 2026 à Cancan. Les missions d'évaluation se poursuivent dans les bassins de production et les unités de transformation. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. La Guinée renforce son ambition industrielle. Le gouvernement et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ont ce mardi signé au Palais de la Colombe le partenariat pays 2026-2030. La suite avec Adi Camara, bureau de presse de la primature. À peine arrivé, le chef du gouvernement passe à l'offensive. Direction l'hôtel d'État de Bangchidao. Ici, Amadou Ouriba a été reçu par son homologue chinois, face à face de haut niveau. Au menu de ce tête-à-tête, investissement direct, transition énergétique, transport, formation. La délégation guinéenne a présenté les réformes administratives en cours. Elle a insisté sur la stabilité macroéconomique du pays, des arguments qui ont séduit Pékin. La voie est désormais ouverte pour une coopération économique plus offensive. Il faut bien noter que depuis les premières heures des indépendances de la Guinée, l'un des pays avec lequel notre pays a eu à avoir des relations économiques, politiques, culturelles, c'est bien la Chine. Et donc cela s'est dupliqué dans le temps. Cela a continué à s'amplifier avec des évolutions et la graduation. La présence de M. le Premier ministre s'inscrit dans le cadre justement du renforcement de cette relation. Ça fait suite déjà à la venue de M. le Président, M. Mamadi Doumbouya, lors du FOCAC passé. Et donc c'est dans l'amplification de cet élan de coopération que M. le Premier ministre est venu pour conférer avec son homologue de la Chine. L'idée étant de passer en revue l'état des relations entre nos deux pays. Dans la grande salle du Centre international des conférences, l'attention est maximale. Chefs d'État, patrons de multinationales, experts, tous sont venus débattre de la connectivité mondiale et du rôle des nouvelles routes de la soie. Amadou Ouriba monte à la tribune. Il pose des priorités de la Guinée, des investissements structurants et des financements durables pour moderniser l'économie nationale, pour intégrer les grands réseaux logistiques mondiaux. Il présente alors le projet phare, celui qui doit tout changer, Simandou 2040. Un corridor ferroviaire de plus de 600 km, des ports en eau profonde, une infrastructure intégrée capable de connecter toute la sous-région à l'initiative chinoise, une vision portée par le président Mamadi Doumbouya. La Guinée, à partir de maintenant, a brisé un premier plafond de verre avec le Simandou. Et nous sommes en train de passer au deuxième plafond de verre qui nous permettra dans les 10 années à venir d'avoir une économie beaucoup plus résiliente avec une intégration de l'ensemble des populations dans l'écosystème qui se met en place puisque nous aurons une économie diversifiée et c'est en cela que nous avons demandé à avoir une coopération beaucoup plus intense avec les autorités chinoises pour que notre pays et au-delà de la Guinée, l'Afrique puisse, avec la route de la soie, partir sur de nouvelles bases en permettant à ce jeune continent, qui est l'un des continents qui devra jouer un rôle majeur dans le futur, puisse particulièrement jouer son rôle avec une coopération avec la Chine beaucoup plus intensifiée. La délégation guinéenne a ensuite quitté les salles de conférence pour le terrain.
Direction le port de Dalian, le deuxième plus grand pôle des conteneurs de Chine. Plus de 300 ports connectés à travers le monde. Une visite technique concrète. Les Guinéens observent l'efficacité des infrastructures, la fluidité de la gestion des cargaisons à grande échelle. Un modèle industriel qui impressionne et que Conakry veut s'approprier. Comme on le voit, la délégation guinéenne pose des jalons solides. Simandou réforme le partenariat avec Pékin. La Guinée affiche ses ambitions. Le message est clair. Le pays ne veut plus être un simple spectateur des routes de la soie. Il veut en être un acteur incontournable. À Dalian, Amadou Ouriba a lancé l'offensive. Reste maintenant à concrétiser ses promesses sur le terrain. Pour Conakry, l'heure est à la transformation et le chemin est encore long, mais la direction est tracée. Vous l'avez donc compris, le Premier ministre guinéen a été reçu par son homologue chinois pour une coopération économique profitable à nos États et par la suite, il a profité visiter quelques infrastructures chinoises. La mise en œuvre du programme Simandou 2040 entre dans une nouvelle phase à Dubreka. Les principaux acteurs sont réunis pour un atelier destiné à accélérer l'exécution des méga-projets pendant une semaine. Ils tenteront d'apporter des réponses concrètes aux défis qui freinent encore la mise en œuvre de ce programme stratégique. Salou Yambono, Mamadi Gassama. Comment transformer les ambitions en réalisations concrètes? C'est pour répondre à cette interrogation que se tient à Dubreka cet atelier stratégique organisé autour du programme Simandou 2040. Cette rencontre se veut donc un cadre de concertation pour identifier les obstacles et définir des solutions opérationnelles. Les autorités ont initié cette retraite stratégique afin d'établir un diagnostic partagé du portefeuille des composants des méga-projets du programme Simandou 2040. Elle nous offre l'occasion d'apprécier de manière objective le degré de maturité des projets et programmes, d'identifier les gros détranglements qui freinent leur exécution et de proposer des solutions concrètes en vue d'accélérer leur mise en œuvre. Notre responsabilité collective est donc simple. Transformer les investissements publics en résultats visibles pour les populations. Durant 5 jours, les travaux porteront sur les principaux défis liés à la mise en œuvre des méga-projets. La maturité des projets, la passation des marchés, l'exécution physique et financière, la planification, le suivi et évaluation, la gouvernance, la gestion des risques ainsi que la mobilisation des financements. Des arbitrages seront faits, mais c'est un travail qui doit être fait avec assez de sérieux, avec assez de rigueur pour que nous partions d'ici avec une harmonie et un plan d'action collégial qui nous permet d'arriver à des résultats. Cette retraite donc s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées par le gouvernement sous le leadership de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, et sous la coordination de M. Amadou Ouriba, Premier ministre, chef de gouvernement. Elle traduit la ferme volonté des plus hautes autorités de l'État de renforcer l'efficacité de l'action publique. À l'issue de l'atelier, les participants ambitionnent de disposer d'un diagnostic consolidé des méga-projets, d'une cartographie des contraintes et des risques, d'une hiérarchisation des priorités ainsi que d'un plan d'action assorti de responsabilités, d'échéances et d'indicateurs de suivi. 11 ans après son adoption, la loi encadrant les manifestations, attroupements, cortèges et défilés sur la voie publique fait l'objet d'une révision à Kindia. Les cadres étaient mobilisés pour examiner les adaptations nécessaires au contexte socio-politique actuel, une initiative du ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation. Ahmed Touré, Abdul Razak Souma. L'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement du cadre légal et réglementaire encadrant les manifestations, attroupements, cortèges et défilés sur la voie publique. L'objectif du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation est de préserver la paix, l'unité et la cohésion sociale tout en permettant l'exercice des libertés individuelles et collectives. Nous sommes en train maintenant d'élaborer des formulaires
qui seront à la disposition des élus locaux. Chaque fois qu'une manifestation est là, comment faire une demande de concours, comment faire une réquisition, à quel moment précis il faut faire recourir à la réquisition particulière, à quel moment il faut faire recours à la réquisition générale, à quel moment il faut faire recours à la réquisition complémentaire spéciale. Avec la révision de ces textes de loi, le gouvernement ambitionne qu'aucun citoyen ne doit souffrir désormais pour l'organisation de quelconque forme de manifestation en Guinée. Il s'avère impérieux d'uniformiser, par exemple, les formulaires de demande de concours ou encore les différents types de formulaires de réquisition pour mieux outiller les autorités administratives et les élus locaux qui ont pour mission de préserver la paix, l'ordre et la tranquillité. Notre ambition aujourd'hui, conformément à la vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, est précisément de consolider cet équilibre fragile, mais indispensable, entre la préservation de l'ordre public et le respect absolu des droits fondamentaux. Pendant 3 jours, administrateurs territoriaux, procureurs, magistrats, représentants des forces de défense et de sécurité, ceux de la société civile, ont réfléchi sur des propositions relatives à la formulation des déclarations de manifestation, de la définition de la responsabilité des organisateurs ou des protocoles de sommation et de maintien de l'ordre. Un ensemble de propositions qui seront soumises à la future Assemblée pour examen et validation. Je vous le disais au sommaire, Conakry accueille la 2e édition des journées scientifiques d'odontologie de Guinée. Des spécialistes guinéens aux côtés d'experts venus du Sénégal, de l'Algérie et de la Côte d'Ivoire échangent autour des avancées de la santé bucco-dentaire. Cette rencontre vise à promouvoir la recherche scientifique et à renforcer les compétences des professionnels du secteur. Mounir Baré. L'université Gamala Blena de Conakry accueille les travaux des 2e journées scientifiques d'odontologie de Guinée. Organisée par la Société guinéenne d'odontologie en collaboration avec le département d'odontologie de la Faculté des sciences et techniques de la santé, cette rencontre met l'accent sur le renforcement des capacités, le partage d'expériences et la valorisation de la recherche scientifique dans le domaine de la santé bucco-dentaire. C'est d'abord une journée très importante, parce que c'est une façon déjà de soutenir nos collègues, nos confrères guinéens pour la formation continue, parce que c'est très important pour un chirurgien dentiste. Dans ce congrès, ce que j'ai fait, ce qu'on a partagé, c'est surtout notre expérience sur l'imagerie dentomaxillofaciale, aujourd'hui qui est hyper important, pour ne pas dire indispensable pour une bonne prise en charge globale des patients. Pendant plusieurs jours, chirurgiens, dentistes, enseignants, chercheurs, étudiants en odontologie et professionnels de santé vont échanger autour des avancées scientifiques et des bonnes pratiques en matière de santé bucco-dentaire. Ces journées scientifiques constituent un cadre privilégié de rencontres, d'échanges académiques, de partage d'expériences et de réflexion autour des défis actuels de l'odontologie et de la santé publique. La prise en charge des patients vulnérables, comme les diabétiques, les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH, la santé bucco-dentaire en situation de crise ou de conflit, et bien d'autres communications qui promettent d'être riches. À travers cette initiative, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique réaffirme sa volonté de soutenir la recherche de qualité et de promouvoir la formation continue. L'objectif est de consolider le lien entre l'université, les structures hospitalières et les professionnels de santé afin d'améliorer durablement l'offre de soins bucco-dentaires en Guinée. Et puis cette bonne nouvelle au CHU, donc après d'importants travaux de réhabilitation et d'équipement, la maternité est pleinement opérationnelle. Désormais, le premier cas de naissance a même été enregistré lundi au sein de ce service. Un départ effectif pour le bonheur des femmes enceintes et des acteurs de la santé maternelle. Kernos Mandialo. Dans les couloirs de la maternité du CHU Donka, entièrement rénové, l'on se prépare à vivre un moment historique et à accueillir le tout premier bébé après l'ouverture de ce service au public. À 20h01, derrière les portes de la salle d'accouchement, les cris du bébé qui annoncent le succès d'une prise en charge
qui s'est faite avec beaucoup d'attention, reflétant les nouveaux standards de la maternité du CHU Donka à l'ère de la transformation du système de santé. Nous avons quitté ce service il y a, je pense, au moins 11 ans. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction, de retour au travail. Nous sommes très contents. Premièrement, et deuxièmement, l'accouchement, quant à l'accouchement d'aujourd'hui, ça s'est bien passé. C'est une patiente qui a été évacuée du CMC de Ratoma, qui est arrivée vers 18h. On s'en est occupé, elle a accouché, ça s'est bien passé d'un garçon qui a pesé 3 kg 840. Pensée pour significativement réduire les décès liés aux accouchements, la nouvelle maternité du CHU Donka dispose de salles d'accouchement, de blocs opératoires et d'une unité de soins intensifs néonatales pour les bébés prématurés. Son personnel, recruté suite à un concours, est surtout appelé à faire face aux cas de grossesse les plus complexes avec des patientes qui viendront de toutes les régions du pays. Nous sommes satisfaits, la prise en charge est de qualité et nous félicitons les autorités pour ce qui a été fait ici pour aider les femmes enceintes et développer la santé maternelle et infantile plus généralement. La maternité du CHU Donka est le 26e service ouvert au sein de l'hôpital. Sa pleine opérationnalisation marque l'ouverture de l'ensemble des services de cet hôpital national. En Guinée, une étude menée dans le cadre du projet FA5 met en lumière des insuffisances persistantes dans la prise en charge des femmes enceintes et de leur santé mentale. Présentée à Conakry lors d'un atelier multisectoriel, ces résultats appellent les autorités à améliorer la qualité des soins de maternité et à les rendre encore plus humains. Kadiatou Souleymane Keïta, Aboubakar Oulare. Chaque année en Guinée, des milliers de femmes se rendent dans les maternités, mais certaines y subissent encore des mauvais traitements, tandis que leur santé mentale pendant la grossesse et après l'accouchement reste peu prise en compte. Présenté à Conakry, les résultats d'une étude du projet FA5 financé par l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique lancent un cri d'alarme et appellent les décideurs à garantir des soins maternels respectueux, humains et de qualité. L'étude estime jusqu'à 111% des femmes qui estiment avoir été maltraitées pendant l'accouchement. Ces maltraitances sont aussi multiples. Elles impliquent des violences verbales, des violences physiques, mais aussi un non-respect de leur intimité, de leur confidentialité. Nous, on espère que notre étude a un impact sur la décision politique parce que on part du compromis avec les équités en général au niveau des indicateurs de santé. Dans ce cas, on a regardé à le lien entre la maltraitance au niveau des FOSA et la santé mentale. On espère que toutes les parties prenantes qui étaient présentes ici vont reprendre des éléments de CDD en fonction de leurs agendas nationaux, bien entendu. Renforcer la capacité des agents de santé, intégrer la santé mentale dans les soins maternels et promouvoir le droit de chaque femme à des soins respectueux et de qualité figurent parmi les principales recommandations. Que ce soit la grossesse, l'accouchement, le postpartum, il constitue une période de grande vulnérabilité pour les femmes. Et pourtant, ces problèmes de troubles mentaux sont méconnus et insuffisamment traités. C'est pour cela que ces résultats qui viennent d'être disséminés, et c'est une grande opportunité pour le programme national de santé mentale pour améliorer nos politiques, mais aussi nos pratiques. L'objectif est de faire de chaque structure sanitaire un espace où chaque femme est accueillie avec dignité, écoutée, accompagnée et prise en compte dans le respect de ses droits tout au long de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. Dans la région administrative de Kindia, l'Agence nationale des stratégies agricoles et alimentaires continue à renforcer les capacités de ses agents. Une séance de formation destinée aux superviseurs de terrain afin de les préparer à la conduite du recensement et de la cartographie des domaines agricoles, de l'élevage et de l'environnement. Fasciné Silla et Marwan Kamara pour ce reportage. Zone agricole par excellence, la région administrative de Kindia regorge de potentialités. Mais pour planifier le développement, il faut des données fiables. Pour relever ce défi,
Ces enquêteurs ont bénéficié d'un programme intensif axé sur les techniques de collecte de données, l'utilisation des outils numériques, de cartographie et les méthodes de supervision sur le terrain. Le président de la République, dans sa vision, c'est de faire de la Guinée un pays émergent. Et l'émergence commence par l'autosuffisance alimentaire. Donc, on ne peut jamais avoir l'autosuffisance alimentaire sans avoir une bonne planification. Et c'est sur cette base que nous faisons cette enquête pour avoir les données qu'il faut et de donner à la Guinée ce que nous attendons sur le plan agricole. Initiée par l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, cette approche compte doter les enquêteurs de compétences nécessaires pour recueillir des données fiables, précises et actualisées. On a les équipes de terrain qui très bientôt vont aller à la rencontre des producteurs. À la fin, on est censé avoir des cartes d'agriculteurs sur lesquelles seront mentionnées toutes les informations collectées. Tant que tu ne prends pas le riz, en tout cas, je viens ici, tu dis que tu n'as pas encore mangé. Donc, c'est ce que vous avez mission d'aller vérifier sur le terrain et donner les résultats qui vont servir pour des années et des années. À l'issue de cette formation, les participants seront déployés dans les différentes préfectures de la région administrative de Kindia pour conduire les opérations de recensement et de cartographie. Une étape importante qui contribuera à améliorer la connaissance du secteur rural et à orienter les futures stratégies de développement agricole, d'élevage et de protection de l'environnement. Nous poursuivons ce journal. Le gouvernement maintient ses efforts pour réussir la campagne agricole. À Cancan, les missions d'évaluation se poursuivent dans les bassins de production et les unités de transformation. Aux côtés de son homologue du commerce, la ministre de l'Agriculture se félicite des premiers résultats observés sur le terrain. Diamant Kaba. Des paysans rencontrés autour des défis de la promotion rurale à relever. Cette ambition est au cœur du suivi de la campagne agricole 2026 à Cancan. Le périple d'évaluation touche tous les sites de production de Baté pour améliorer les performances. La terre, la meilleure alternative pour le développement. Voilà ce qui motive la ministre de l'Agriculture pour recueillir les préoccupations. Une seule ambition anime ici les acteurs, celle de revaloriser le consommé guinéen afin de limiter les importations. Nourrir la Guinée avec nos propres ressources. Nous sommes sur le terrain aujourd'hui pour faire les constats, comprendre les difficultés que rencontrent les populations et essayer d'apporter des solutions adaptées aux besoins locaux. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là et nous sommes à la disposition de tout un chacun pour voir ce qui ne marche pas, comment est-ce que nous pouvons faire fonctionner et ce qui marche, comment nous pouvons accentuer et de redoubler d'efforts pour que l'agriculture puisse effectivement bénéficier à toute la population guinéenne. L'AgroTour, c'est aussi l'immersion dans les unités industrielles et plateformes de transformation des cultures d'exportation. L'agriculture et le commerce renforcent leur collaboration à Cancan pour atteindre les enjeux du premier pilier du programme Simandou 2040. Les nouvelles orientations sont dévoilées auprès des acteurs pour développer l'agro-industrie, la sécurité alimentaire et la création des chaînes de valeur. Le président voudrait vraiment qu'on puisse produire, transformer localement. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs, nous avons bien voulu associer ces deux ministères qui réfléchissent ensemble et trouvent des solutions ensemble. Nous avons bien voulu écouter aussi les travailleurs sur place, savoir quelles sont leurs préoccupations. Nous avons trouvé quelques pistes de solutions qui vont nous permettre à nos deux entités de pouvoir travailler ensemble afin de booster la production locale au niveau de Cancan et les autres aussi sociétés qui se trouvent dans d'autres zones industrielles également. Dans cet autre bassin agricole, la production maraîchère est défendue par cette remise d'outillage et mini-tracteurs. Les autorités démontrent leur intérêt pour l'autonomisation de la couche féminine, une dynamique pour stimuler la résilience et le développement durable. Et disons qu'à Fotoba, l'autonomisation des femmes passe aussi par le maraîchage. Réunies au sein du groupement Hydrofem, une centaine de femmes développent leur activité grâce à l'accompagnement de la structure Saboutec. Il y a quelques jours, leur partenaire Atlantic Financial Group a profité de cette dynamique pour lancer sur place sa marque AFG Bank. Marie-Simone Noël Tolno, Robert Bangora. Il est 11h. Ici, la délégation composée de la filiale Atlantic Financial Group, de la fondation AFG et de Saboutec s'embarque direction Fotoba.
Après 32 minutes de traversée, la mission arrive à Fotoba. Elle est accueillie par le groupement des femmes du projet Hydrofemmes. Cette coopérative évolue dans le maraîchage. Il y a de cela 2 ans, le groupement bénéficie d'un appui de l'entreprise Saboutek en intrants matériels et de produits. Cette délégation qui nous rend visite aujourd'hui me rend si heureuse, surtout pour notre projet. Merci donc à M. Diogo qui nous sort de la pauvreté. Nous demandons aux femmes d'être courageuses, qu'elles soient unies pour réussir ensemble au compte de ce projet. Le choix de l'île de Fotoba pour l'exécution de ce projet n'est pas fortuit. Le projet vient contribuer à l'amélioration des conditions de pauvreté auxquelles cette communauté est confrontée. L'initiative est venue de moi, après avoir visité les îles il y a 3 ans maintenant. L'idée c'était de venir aider les femmes dans la production de manioc. Donc là on a 7 hectares de manioc sur lesquels on travaille déjà. Mais les caractéristiques de l'île c'est qu'il n'y a pas assez d'espace agricole. Donc la production que vous voyez là c'est une production hors sol qui permet de pouvoir économiser en eau parce qu'il y a un gros problème d'eau là-bas. Et aussi d'économiser en sol. Nous voulions, au travers du lancement de notre marque, rappeler à nos clients, rappeler à tout le monde que nous sommes avant tout une banque citoyenne. Nous sommes allés sur l'île de Fotoba reconnaître le travail et la valeur que créent ces femmes sur l'île de Fotoba, mais surtout une action de soutien. Au terme de cette rencontre, cet important lot de kits de protection et un tricycle pour le transport des produits agricoles sont remis à ces femmes. Un geste de l'AFG Bank. L'exécution de ce projet s'étend sur 9 ans. Ces femmes de cette coopérative vont bénéficier d'une formation afin qu'elles soient autonomes dans la production maraîchère et agricole. Et pour finir, le gouvernement guinéen, avec l'appui de la Banque mondiale, a officiellement lancé le projet Eau et assainissement de Guinée. Cette initiative d'envergure prévoit la construction de nouvelles infrastructures de production et de distribution, des efforts pour améliorer l'approvisionnement en eau potable dans le Grand Conakry. Boubacar Diaby, Mohamed Koya Kamara. C'est un moment inédit qui suscite un réel espoir chez toutes les couches sociales du pays. Ici, à Conakry, le projet Eau et assainissement de Guinée, PEAG, est lancé pour accroître l'accès à cette denrée indispensable dans la vie de l'homme. Ce projet est soutenu par la Banque mondiale et autres partenaires techniques et financiers. La construction des infrastructures de production et de distribution d'eau dans tout le Grand Conakry est désormais en vue. Le projet mobilise une enveloppe globale d'environ 670 millions de dollars réunissant les fonds de la Banque mondiale à travers IDA, de la Banque européenne d'investissement, de l'Union européenne, du Fonds pour l'environnement mondial et d'Exim Bank End, ainsi que de la contrepartie nationale. Piloté par le ministère de l'assainissement, d'hydraulique et des hydrocarbures, ce projet vise également à améliorer la gestion des eaux fluviales et usées. Pour ces acteurs, il constitue un atout majeur qui va à coup sûr changer les conditions existentielles des milliers de citoyens guinéens. Ce que nous lançons aujourd'hui dépasse la simple réalisation d'infrastructures. Nous lançons une nouvelle manière de concevoir le développement. Nous affirmons qu'aucune richesse naturelle ne peut avoir de sens si elle ne profite pas d'abord aux femmes, aux hommes et aux enfants de la nation. Cette collaboration interministérielle démontre qu'aujourd'hui, les grands projets structurants de la Guinée sont préparés dans une logique d'État fondée sur la coordination, la rigueur et la recherche de résultats. À travers ce projet Eau et assainissement de Guinée, PEAG, le ministre Aboubacar Kamara et ses partenaires de terrain comptent redresser et renforcer les performances opérationnelles des institutions en charge de l'eau et de l'assainissement. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques heures. Au revoir.